Aujourd'hui, nous allons explorer les langues qui ont façonné le monde médiéval, des plaines de l'Europe aux routes des caravanes de l'Asie centrale, en découvrant comment le langage a été bien plus qu'un simple moyen de communication, mais une force capable d'unir des empires, de diviser des peuples et de traverser les siècles. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez un instant que vous puissiez marcher à travers le monde médiéval. Non pas le monde des châteaux et des chevaliers que les films ont l'habitude de dépeindre, mais le monde réel des marchands, des moines, des scribes et des voyageurs. Un monde où chaque frontière franchie pouvait signifier une nouvelle langue, un nouvel alphabet, une nouvelle manière de comprendre la réalité. C'est ce monde que nous allons explorer ensemble, en suivant les sons et les mots qui ont connecté, séparé et transformé des civilisations entières au fil des siècles. Pour comprendre ce vaste panorama, il faut commencer là où beaucoup d'histoires médiévales débutent, dans les ruines de l'Empire romain. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'est effondré au vieux siècle, il a laissé derrière lui bien plus que des routes et des aqueducs. Il a laissé une langue. Le latin a survécu à l'empire qu'il avait créé, et cette survie n'était pas accidentelle. Pendant des siècles, le latin est resté la langue dominante de l'écrit dans l'Europe de l'Ouest, ce qui se rapprochait le plus d'un idiome international partagé dans la région. Les évêques correspondaient en latin. Les monarques signaient des lettres en latin. Les moines copiaient des manuscrits en latin. Même si les légionnaires romains avaient disparu depuis des générations, le latin continuait de relier les gouvernants, les religieux et les érudits à travers de longues distances, étant le choix par défaut pour les textes destinés à circuler au-delà d'une seule communauté. Mais il y avait un paradoxe profond dans cette survie. Le latin qui persistait était, en grande partie, une langue écrite, non parlée. L'alphabétisation complète était restreinte à un petit nombre, et le latin classique, celui de l'élégance polie des auteurs de l'Antiquité, était accessible principalement à ceux qui avaient reçu une éducation formelle, en particulier les clercs et certains membres de l'élite. Pour la plupart des gens, le latin était quelque chose qu'ils rencontraient à l'église, dans les documents publics ou par l'intermédiaire des rares personnes instruites qui savaient lire et écrire. Et le latin médiéval n'était pas statique. Au fil des siècles, il a changé de manière perceptible, bien qu'il restât reconnaissable. Les écrivains ont introduit un nouveau vocabulaire pour la vie chrétienne et les nouvelles institutions qui surgissaient. La grammaire devenait parfois plus directe que les modèles classiques, façonnés par les habitudes locales de parole. Certains auteurs imitaient délibérément les standards anciens, tandis que d'autres écrivaient un latin plus pratique, fonctionnel, tourné vers le quotidien. Ainsi, le latin médiéval couvrait un large spectre, du hautement classicisant au franchement utilitaire, selon qui écrivait et dans quel but. Tandis que le latin maintenait ce rôle formel dans les rues et dans les champs, quelque chose de très différent se produisait. À mesure que le latin devenait de plus en plus une langue d'éducation et d'écriture, la parole quotidienne de l'Europe de l'Ouest continuait de dériver, région par région, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus simplement du latin avec un accent, mais une famille de langues distinctes que les spécialistes allaient appeler les langues romanes. Les gens reconnaissaient encore des racines communes entre les régions voisines, mais la compréhension mutuelle devenait progressivement plus difficile à mesure que la prononciation se transformait et que le vocabulaire local s'accumulait au fil des générations. Sur le territoire que nous appelons aujourd'hui la France, ces changements ont produit de multiples dialectes. Au nord se regroupaient les langues d'Oïl, ancêtres du français moderne. Au sud, l'occitan fleurissait avec ses propres traditions littéraires et culturelles. Avec le temps, une variété du Nord, fortement associée à l'administration royale et à l'influence culturelle, est devenue de plus en plus dominante, et le français a émergé graduellement comme une langue écrite largement reconnue aux côtés du latin. Ce processus peut être observé dans l'usage croissant du français dans les registres juridiques et les œuvres littéraires, même alors que le latin restait central dans de nombreux contextes formels. En Italie, le modèle était similaire, mais avec des résultats différents. La péninsule a développé une mosaïque dense de parlers vernaculaires. Le toscan, le vénitien, le napolitain et bien d'autres, chacun avec ses propres particularités.
le toscan finirait par acquérir un prestige énorme grâce à de grands écrivains et à son association avec de puissantes cités-États, devenant la base de l'italien standard des siècles plus tard. Quant à la péninsule ibérique, plusieurs langues romanes s'y sont développées côte à côte, formes ancestrales du castillan, du catalan et du galaïco-portugais, façonnées par des frontières en mouvement constant, des migrations et le contact entre les communautés chrétiennes, musulmanes et juives. Ce que les lecteurs modernes connaissent sous le nom d'espagnol devient plus visible lorsque le castillan gagne en prestige en tant que langue du pouvoir royal et de la littérature, utilisée progressivement à l'écrit aux côtés de et éventuellement à la place du latin. Tandis que le latin et ses filles dominaient l'Europe occidentale, une histoire parallèle et tout aussi fascinante se déroulait plus au nord et à l'est. Les langues germaniques s'étendaient sur une vaste zone, des îles britanniques et de la Scandinavie aux régions des Francs et des peuples de langue allemande, et leurs transformations tout au long de la période médiévale furent si profondes que les formes les plus anciennes peuvent sembler être des idiomes complètement étrangers aux lecteurs contemporains. En Angleterre, la langue principale du début du Moyen Âge était le vieil anglais, qui a eu cours approximativement jusqu'au XIe siècle. C'était une langue germanique fortement flexionnelle, avec des terminaisons grammaticales de cas et un vocabulaire qui sonne aujourd'hui de manière assez étrange. Après la conquête normande de 1066, le panorama linguistique de l'île s'est radicalement transformé. Le français est devenu dominant dans la culture de l'élite pendant un temps, et l'anglais a rapidement changé de son, d'orthographe et de grammaire. À la fin de la période médiévale, le moyen anglais, utilisé approximativement entre le XIIe et le XVe siècle, se rapprochait déjà beaucoup plus de l'anglais moderne. De nombreuses terminaisons de cas ont disparu, l'ordre des mots est devenu plus important et le vocabulaire s'est dramatiquement enrichi de contingents massifs d'emprunts au français et au latin. En Scandinavie, le vieux norrois était l'ancêtre partagé des langues modernes du groupe germano-nordique, l'islandais, le norvégien, le danois et le suédois. Parlé non seulement en Scandinavie, mais aussi dans les colonies nordiques dispersées à travers l'Atlantique Nord, le vieux norrois conservait une grammaire relativement complexe et est préservé dans un riche corpus littéraire, particulièrement en Islande. Au cours de la période médiévale tardive, des variantes régionales se sont progressivement séparées, donnant naissance aux langues nordiques modernes que nous connaissons aujourd'hui. Dans les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Allemagne, l'Autriche et à des parties de la Suisse, l'histoire linguistique médiévale est décrite en termes de stades, le vieux haut-allemand au début du Moyen Âge et le moyen haut-allemand pendant la période centrale, couvrant approximativement de 1050 à 1350. Ce dernier est étroitement associé à la littérature courtoise et révèle de grands changements phonétiques, une évolution grammaticale et un sens plus clair des standards littéraires régionaux. En avançant vers l'Est, un autre grand chapitre de l'histoire des langues médiévales se révélait dans les territoires slaves. À travers toute l'Europe orientale, la plupart des gens parlaient des langues slaves, une grande famille de langues apparentées qui s'étendait des Balkans jusqu'aux forêts et aux cités riveraines de ce qui deviendrait plus tard la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Pour quiconque parcourait le monde du christianisme orthodoxe, une langue en particulier était essentielle à la vie de l'Église, le slave ecclésiastique ou vieux slave. Ce n'était pas la langue quotidienne de la plupart des gens, mais elle était largement utilisée pour l'écriture religieuse et aidait à connecter les communautés dans différentes régions slaves. Cette langue s'est également diffusée avec l'alphabet cyrillique, qui est devenu le principal système d'écriture dans de nombreuses zones influencées par Byzance. Dans la Rousse de Kiev et dans les États russes qui ont suivi, les gens parlaient des variétés du slave oriental, tandis que de nombreux textes écrits, en particulier religieux, montraient une forte influence du slave ecclésiastique. Et parce que cette région se situait entre de grandes zones culturelles, un voyageur pouvait rencontrer d'abondants chevauchements linguistiques, le latin et l'allemand à l'ouest, le grec au sud, et des peuples de langue turcique dans les steppes. Selon l'endroit où l'on se trouvait, la langue pouvait révéler la foi de l'interlocuteur, ses connexions commerciales ou le monde politique dont il se sentait le plus proche. Et aucune histoire sur les langues médiévales ne serait complète sans parler de Byzance, l'Empire romain d'Orient,
qui gardait un héritage linguistique aussi complexe que sa propre histoire. L'Empire byzantin est né comme la moitié orientale de l'Empire romain, de sorte que le latin était à l'origine la langue officielle du gouvernement impérial et du droit. Cependant, la Méditerranée orientale était déjà, depuis longtemps majoritairement de langue grecque, et au fil du temps, le grec a remplacé le latin dans l'administration. Au début du Moyen Âge, le grec était devenu la principale langue visible dans les documents gouvernementaux, dans l'éducation et dans la majeure partie de la vie publique à Byzance, tandis que le latin ne persistait principalement que dans certaines traditions juridiques et dans les contacts avec l'Occident. Le grec de Byzance n'était pas exactement le grec des auteurs de l'Antiquité, ni encore le grec moderne. La prononciation et la grammaire quotidienne ont changé au fil des siècles, et les écrivains médiévaux utilisaient fréquemment un nouveau vocabulaire chrétien. En même temps, les Byzantins cultivés admiraient la littérature ancienne, de sorte que l'écriture formelle pouvait être délibérément archaïque dans son style, et le grec lu dans une chronique pouvait sonner plus ancien que le grec que les gens parlaient de chez eux. De plus, Byzance n'a jamais été uniquement grec. C'était un empire multilingue, surtout dans les régions frontalières et les grands centres commerciaux. On pouvait y trouver l'arménien à l'est, des langues slaves dans les Balkans et le syriaque dans les communautés chrétiennes du Proche-Orient, tandis que l'arabe comptait dans les zones de frontières, dans la diplomatie et le commerce. Dans de nombreux endroits, les gens naviguaient dans la vie quotidienne en langue locale, utilisant le grec pour traiter avec l'État ou la hiérarchie ecclésiastique. Et c'est précisément aux frontières de ce monde gréco-romain qu'une des plus grandes révolutions linguistiques de l'histoire médiévale a commencé à prendre forme. À partir du 7e siècle, l'arabe a émergé comme l'une des langues les plus importantes du monde médiéval. À mesure que la domination islamique s'étendait au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et progressait dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie centrale, l'arabe l'accompagnait, d'abord comme langue d'un nouvel ordre politique et religieux, puis comme langue pratique pour l'administration, l'érudition et la communication à longue distance. Avec le temps, il est devenu une langue écrite partagée par une région immense, visible dans tout, des documents juridiques aux inscriptions et aux œuvres scientifiques et philosophiques. Une raison fondamentale pour laquelle l'arabe a pu se répandre si largement est que la langue écrite est restée relativement stable, même alors que la parole variait beaucoup d'un endroit à l'autre. L'arabe utilisé dans le Coran et dans l'écriture formelle fournissait un point de référence commun dans toutes les régions. Mais dans la vie quotidienne, les gens parlaient des formes régionales qui pouvaient sonner assez différemment en termes de prononciation, de vocabulaire et même de certains aspects grammaticaux. Quelqu'un du Maroc et quelqu'un de l'Irak pouvaient lire le même arabe formel, mais trouver la parole quotidienne de l'autre plus difficile à comprendre. L'arabe n'a pas non plus remplacé les langues précédentes du jour au lendemain. Avant de devenir dominant dans de nombreuses zones, l'araméen avait été pendant longtemps une langue importante au Proche-Orient. Le syriaque, une forme littéraire majeure de l'araméen, est resté particulièrement pertinent parmi les communautés chrétiennes pour l'écriture religieuse et le savoir. Dans de nombreux endroits, ces langues ont perduré aux côtés de l'arabe pendant des siècles, créant un panorama multilingue où les gens pouvaient entendre une langue à la maison, une autre à l'église et rencontrer l'arabe dans la vie publique plus large. Ce modèle de coexistence entre les langues se répéterait, avec des variations, sur toute l'étendue du monde médiéval, y compris sur le vaste continent africain. En Afrique du Nord, l'arabe est devenu la langue la plus utilisée dans les villes et dans la communication à longue distance, mais il coexistait avec les langues amazighes, largement parlées au Maghreb et au Sahara. Dans la vallée du Nil, le copte a perduré comme langue des communautés chrétiennes égyptiennes, et en Éthiopie, le guèze servait de langue écrite et liturgique pour les textes chrétiens, préservés dans les manuscrits et à l'intérieur des églises pendant des siècles. En Afrique de l'Ouest, l'arabe devenait important pour le savoir islamique, étant parfois utilisé pour écrire des langues locales en caractères arabes, une pratique appelée ajami, tandis que de grandes familles linguistiques comme les langues mandées et le songhai façonnaient la communication quotidienne. Sur la côte orientale, le swahili s'est développé comme une grande langue côtière avec de fortes influences de l'arabe, résultat des intenses connexions commerciales de l'océan Indien. De retour sur le continent asiatique,
une langue différente avait conquis un rôle singulier sur les routes qui reliaient la Méditerranée à l'Inde et au-delà. Le persan est devenu l'une des grandes langues ponts du monde médiéval, particulièrement en Iran et en Asie centrale, et plus tard dans certaines parties de l'Asie du Sud. À la période médiévale, un nouveau standard écrit, souvent appelé néo-persan, a gagné en importance et s'est largement diffusé, devenant une langue de prestige dans les contextes sophistiqués. Dans de nombreux royaumes et empires à l'est de la Méditerranée, on trouvait le persan dans les correspondances officielles, la poésie de cour et les chroniques. Il coexistait avec l'arabe, qui restait particulièrement important pour la religion et de nombreux domaines du savoir, de sorte que les mondes bilingues étaient courants dans les cercles érudits. Le persan n'a pas remplacé les langues locales dans les régions où il s'est diffusé. Il se superposait souvent à une réalité multilingue avec des langues turciques dans les contextes militaires et des steppes, et une variété de langues locales dans la parole quotidienne. Plus au sud, en traversant les montagnes et les vallées du sous-continent indien, une réalité linguistique encore plus complexe attendait le voyageur. Le sous-continent n'a jamais été un monde unilingue, et cette diversité n'a pas disparu. L'Asie du Sud reste l'une des régions les plus multilingues du monde. Pendant une grande partie du Moyen-Âge, le sanskrit est resté la langue de prestige la plus importante pour l'écriture érudite, la religion et la culture de l'élite. Ce n'était pas la langue quotidienne de la plupart des communautés, mais elle comptait parce qu'elle voyageait. Les érudits, les poètes et les fonctionnaires formés au sanskrit pouvaient communiquer entre les régions d'une manière que la parole locale ne permettait souvent pas. En même temps, le Moyen-Âge a vu l'ascension des langues régionales comme langues écrites et littéraires à part entière. Au sud, le tamoul avait une profonde tradition classique, tandis que le Kannada, le Telugu et le Malayalam développaient de riches littératures médiévales et un usage de cour. Au nord et à l'est du sous-continent, des langues ancestrales du bengali et des formes du hindi sont devenues de plus en plus visibles dans la poésie et l'écriture religieuse destinée à des publics plus larges. À l'extrême-orient de ce vaste continent, une solution radicalement différente avait été trouvée au défi de la communication entre les régions. Pendant la majeure partie de la période médiévale, la plus grande constante en Chine était la langue écrite. Les personnes instruites utilisèrent le chinois classique pour le gouvernement, l'érudition et l'écriture formelle, et parce que les caractères chinois ne sont pas liés à une prononciation unique, le même texte pouvait être lu sur toute l'étendue de l'Empire même quand les gens dans des régions différentes ne parlaient pas de la même façon. Le chinois parlé, cependant, n'a jamais été une langue unique. Le discours régional a continué de dériver au fil des siècles, et ces différences se sont approfondies graduellement, particulièrement entre les variétés du Nord et du Sud. Le mandarin a ses racines dans le parler du Nord, qui a gagné en influence à mesure que les capitales septentrionales façonnaient des formes plus larges de communication. Le cantonais remonte au parler de l'extrême sud, centré sur Guangzhou, Canton, qui a cru en importance régionale à mesure que les villes et les réseaux commerciaux du Sud s'étendaient. Et cette influence du chinois écrit ne resterait pas confinée aux frontières de l'Empire. À travers toute l'Asie orientale médiévale, le chinois classique a fonctionné comme la langue écrite de prestige de la région pour le gouvernement, l'érudition et la diplomatie, même dans les endroits où personne ne parlait le chinois comme langue maternelle. Au Japon, l'écriture initiale dépendait fortement des caractères chinois, appelés kanji, mais les scribes ont développé des manières d'adapter les caractères au parler japonais, et vers le IXe siècle, les écrivains japonais produisaient déjà des œuvres importantes dans une forme écrite plus proche du japonais parlé. En Corée, les caractères chinois ont dominé l'écriture formelle pendant une grande partie de la période médiévale, mais un grand changement s'est produit au XVe siècle, lorsque la cour de la dynastie Joseon a créé le Hangul, un alphabet phonétique conçu pour écrire le coréen de manière plus directe. Au Vietnam, le chinois classique a été la langue du gouvernement et de l'érudition pendant des siècles, tandis que le vietnamien développait le Chunom, un système de caractères adapté à la langue locale. En voyageant à travers l'Asie orientale médiévale, on retrouvait répétitivement la même division. Une culture écrite partagée et liée à la Chine au sommet et des langues parlées, profondément locales, façonnant la vie quotidienne partout ailleurs.
Mais il y avait un monde qui défiait toutes ces catégories fixes, un monde en mouvement constant où la langue suivait la trace des conquêtes et des caravanes. À travers les grandes steppes de l'Eurasie, qui s'étendèrent de la mer Noire jusqu'à la Mongolie, la langue était façonnée par la mobilité. Les empires et les confédérations des steppes reliaient des distances énormes par la diplomatie, la guerre et le commerce, et les voyageurs trouvaient souvent les langues turciques comme certains des idiomes parlés les plus répandus. Les expansions mongoles du XIIIe siècle ont ajouté une autre grande couche. Le mongol est devenu politiquement important dans un immense réseau impérial, et les gouvernants mongols administrèrent des populations multilingues de la Chine au Moyen-Orient et à l'Europe orientale. Même à l'intérieur des territoires gouvernés par les Mongols, la communication quotidienne restait souvent locale, de sorte que l'influence du mongol coexistait avec les langues turciques dans la steppe et avec le persan, le chinois et bien d'autres langues dans les régions sédentaires. Comme la steppe connectait tant de monde, elle produisait également un contact multilingue constant. Les marchands, les envoyés et les soldats transitaient entre les langues, et les empires dépendaient de traducteurs et de communautés mixtes dans les villes frontalières et les routes de caravanes. En termes pratiques, la steppe relevait moins d'une seule langue des steppes que de langues francas superposées, avec le mongol à l'apogée du pouvoir mongol et les principales langues écrites dominant les empires sédentaires voisins. Et pourtant, même après avoir parcouru toutes ces grandes langues de pouvoir et de prestige, le portrait du monde médiéval serait incomplet sans reconnaître les voix qui n'ont jamais été étouffées par l'avancée de ces langues dominantes. Le monde médiéval regorgeait d'autres idiomes importants, certains liés à des cultures régionales fortes, d'autres au commerce à longue distance ou à des communautés soudées. En Europe occidentale, les voyageurs pouvaient encore trouver des langues celtiques, comme l'irlandais, le gallois et le breton. Dans le nord de l'Ibérie, le basque persistait comme une langue distincte, sans relation avec les langues romanes voisines, faisant partie du panorama linguistique quotidien de la région durant tout le Moyen Âge. Autour de la Méditerranée orientale et du Caucase, de grandes communautés utilisaient des langues possédant leurs propres et longues traditions écrites, incluant l'arménien et le géorgien. Plus au nord et à l'est, les voyageurs pouvaient rencontrer des locuteurs de langue finno-ougrienne, ancêtres du finnois et de l'estonien, vivant aux côtés de voisins scandinaves et slaves dans des régions de frontières où les gens apprenaient souvent plus d'une langue pour s'en sortir. Certaines langues voyageaient aussi parce que les communautés les emportaient avec elles au-delà des frontières. L'hébreu, par exemple, était largement utilisé pour la vie religieuse et intellectuelle juive à travers tout le monde médiéval, même quand la conversation quotidienne se faisait dans la langue locale de l'endroit où l'on vivait. Dans les quartiers juifs de Tolède, dans les communautés de Troie, dans les marchés du Caire ou dans les synagogues de Bagdad, l'hébreu était le fil qui cousait une diaspora dispersée en une seule tradition lettrée. Le tableau qui émerge n'est pas celui d'une pyramide linguistique ordonnée, avec une langue au sommet et toutes les autres en dessous. C'est plutôt une tapisserie dense, superposée et en changement constant, où de grandes langues de prestige fournissaient des instruments de portée et de communication, mais n'ont jamais éteint le riche tissu d'idiomes régionaux et communautaires qui façonnaient la vie quotidienne, partout. Le monde médiéval était, par-dessus tout, un monde de voix multiples. Dans chaque marché, dans chaque port, sur chaque route de pèlerinage, l'air était rempli de mots qui traversèrent les frontières, échangeaient des significations et transformaient tant les langues que les personnes qui les parlaient. Un moine qui lisait le latin en Northumbrie, un marchand qui négociait en persan le long du fleuve Oxus, un enfant apprenant les caractères chinois en Corée, un scribe copiant des textes en gaze dans les montagnes éthiopiennes. Chacun d'eux habitait un univers linguistique particulier, tout en faisant partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Les langues ne sont pas seulement des outils de communication. Ce sont des archives vivantes de l'expérience humaine. Elles portent en elles les traces des migrations, des conquêtes, des échanges commerciaux et de la foi. Et l'étude de la manière dont elles sont nées, ont voyagé, se sont transformées et ont parfois disparu est, au fond, l'étude de la manière dont les êtres humains ont construit et reconstruit le monde autour d'eux. Le monde médiéval que nous avons exploré dans ce documentaire n'est pas aussi lointain qu'il n'y paraît.
Chaque fois que quelqu'un parle portugais, espagnol, français ou italien, il fait écho au latin des monastères médiévaux. Chaque fois que quelqu'un lit un texte en arabe classique, il touche à la même langue qui a relié Bagdad, Le Caire et Cordoue. Chaque fois que quelqu'un apprend le japonais ou le coréen, il suit les pas des scribes médiévaux qui ont adapté des systèmes d'écriture entiers pour donner une voix à des langues qui ne rentraient pas dans les moules qu'ils avaient reçus. Les langues que nous avons héritées sont le legs de choix faits par des personnes qui ont vécu il y a des siècles, des choix sur ce qu'il fallait écrire, ce qu'il fallait préserver, ce qu'il fallait transmettre et ce qu'il fallait transformer. Et chacun de ces choix a laissé une marque que nous pouvons encore entendre, si nous savons écouter. Si cette plongée dans les langues du monde médiéval a éveillé en vous la même curiosité qui nous pousse à explorer et à narrer ces histoires, alors vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté d'auditeurs qui ne se contentent pas du silence du passé. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes puissent trouver ces récits et dites-nous dans les commentaires laquelle des langues médiévales que nous avons explorées aujourd'hui a le plus attiré votre attention. Après tout, toute grande découverte commence par quelqu'un qui a décidé de prêter attention à un mot que le monde avait oublié.